illégale pour briser le siège de Gaza, où l'ONU a alerté fin de la semaine dernière que la famine organisée par l'armée israélienne reprenait parce que l'aide humanitaire ne rentre pas. Ce n'est pas les activistes qui le disent, c'est les Nations Unies. Et il est plus que jamais nécessaire de briser ce blocus qui dure depuis toutes ces années avec ce génocide qui se poursuit actuellement. On l'a dit, on l'a répété, avec la guerre actuellement, cette guerre illégale menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, avec tous les dégâts au Liban, on en arrive presque à oublier le drame absolu que vivent les Gazaouis. C'est probablement aussi une partie du plan. Je suis choqué de voir certains dirigeants, y compris européens et belges, applaudir cette guerre contre l'Iran, se réjouir en disant oui, certes, le droit international n'est pas respecté, mais le guide suprême, le Mollah, a été tué, donc ça va. Entre-temps, ce sont des civils qui payent le prix fort, et dans l'histoire récente, jamais un bombardement n'a apporté la démocratie ou un changement de régime. Le Premier ministre Netanyahou a semblé reprendre une apparence de respectabilité en se lançant dans cette guerre. Et maintenant, un mois plus tard, les dirigeants européens trouvent que ça ne va pas ce qui se passe au Liban, mais personne n'ose le dire haut et fort. Parce que le dire haut et fort, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire agir au niveau politique, prendre des sanctions. L'accord d'association Union européenne-Israël, qui vient toujours comme exemple de première sanction à prendre. Je rappelle que pour la Russie, on en est au 20e paquet de sanctions, et que le premier petit paquet de sanctions qui avait été décidé par le gouvernement belge, suite aux pressions dans la rue, ici à Bruxelles, par les citoyennes et les citoyens, et quand nous étions sur la flottille, ce premier petit paquet de sanctions qui avait failli faire tomber le gouvernement l'été dernier, eh bien, plus de 8 mois plus tard, n'est toujours pas mis en œuvre. Ça comprenait quoi? L'interdiction des produits des colonies illégales israéliennes en Palestine. C'est toujours pas mis en œuvre. C'est clairement de la mauvaise volonté. Et donc, de nouveau, une flottille devient nécessaire pour agir là où nos gouvernements n'agissent pas. C'est une action citoyenne, non violente, pour briser le blocus, apporter l'aide humanitaire absolument indispensable, qui a le droit international et le droit de la mer avec elle. Une interception serait illégale. Et il faut que les 70 gouvernements, parce qu'il y a 70 nationalités à bord de cette nouvelle flottille, interviennent cette fois-ci en amont, dès le début, pour dire au gouvernement israélien, vous ne touchez pas à la flottille parce que ce qu'ils font n'est pas illégal, ils apportent de l'aide humanitaire, ils ont le droit avec eux, le droit de la mer, le droit international, et donc il est hors de question de faire comme la flottille précédente, à savoir une interception extrêmement brutale en mer et un emprisonnement à la prison de Ketziot. Cette brutalité, cette illégalité est inacceptable. Aujourd'hui, je prends aussi la parole non seulement comme ancien de la flottille précédente, mais comme président de la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains. Nous avons 2 organisations membres. La FIDH, c'est 196 organisations membres dans le monde, dont les 2 ligues en Belgique, la Ligue des droits humains et la Liga voor Mensenrechten. Mais il y en a aussi 2 à Gaza, le Palestinian Center for Human Rights et le Al-Mezan Center for Human Rights. Toutes les 2 documentent le génocide en cours à Gaza. Elles travaillent avec la Cour pénale internationale, avec notre organisation Al-Haq, qui, toutes les 3, par leur travail avec la Cour pénale internationale, sont aujourd'hui sanctionnées par l'administration américaine, tout simplement parce qu'elles documentent les crimes en cours à Gaza. Et de nouveau, sous un silence de la communauté internationale.
les juges de la Cour pénale internationale, les procureurs et les organisations de défense des droits humains qui documentent les crimes sont sanctionnés par l'administration Trump. Ce qui veut dire qu'ils n'ont plus accès au système bancaire international. Ils ne savent plus faire de virements, sont paralysés, tout simplement parce qu'ils font un travail de documentation ou un travail de juger les crimes commis par l'État israélien, cet État colonial, génocidaire, qui met en œuvre une politique d'apartheid. Elles font leur travail. J'ai parlé des organisations, de nos 3 organisations palestiniennes. Je voudrais terminer en donnant un mot sur nos organisations en Israël. Il y a en Israël des organisations de défense des droits humains qui sont aussi membres de la FIDH, notamment Adala, qui est une organisation avec des juristes et des avocats, des avocates principalement, qui ont assisté les personnes de la flottille quand elles étaient arrêtées et conduites en prison, dans la prison de Ketziot. Elles font un travail formidable aussi devant les juridictions israéliennes pour essayer de faire valoir les droits des Palestiniens au sein d'Israël. Notamment aussi des recours contre les législations israéliennes, dont la dernière qui est la peine de mort pour les Palestiniens. Vous avez suivi ça. Et alors il y a l'organisation B'Tselem, organisation de défense israélienne de défense des droits humains, qui a sorti 2 rapports, un il y a 2 ans sur les prisons israéliennes et qui l'a actualisé ici le mois dernier. Ça s'appelle Living Hell, sur les témoignages des détenus palestiniens qui ont été libérés dans le cadre des échanges avec les otages et qui documentent la torture que subissent les détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. Nous, les membres de la flottille, avons vu de l'intérieur la prison de Ketziot, une des pires au monde, les conditions de détention, la brutalité, la violence à l'intérieur de l'appareil de prison israélienne. On sait que, malgré la violence, nous n'avons fait que effleurer les conditions de détention des détenus palestiniens. Je crois qu'on va continuer sans micro. On a fait qu'effleurer les conditions de détention des détenus palestiniens, détenus sans aucune limite de temps et qui sont torturés, notamment aussi des tortures sexuelles, des enfants qui sont torturés, et tout cela dans un silence du monde qui préfère détourner le regard. Et donc, honte sur ces gouvernements, à part le gouvernement espagnol qui se démarque totalement et qui est visé directement par des menaces du Premier ministre israélien. Il faudrait que l'Europe soutienne à fond le gouvernement espagnol, prenne exemple sur lui, et qu'ensemble, en espérant que Viktor Orban perd les élections de ce dimanche en Hongrie et qu'il ne puisse plus mettre un veto à l'action européenne, et que l'Union européenne prenne enfin la place qu'elle doit prendre au niveau de la défense du droit international entre ces puissances mondiales qui piétinent le droit international et veulent le remplacer par la loi du plus fort. L'Europe a une vraie place à prendre, et c'est maintenant, notamment poussé par les citoyennes et les citoyens qui sont sur la flottille et les autres qui sont dans les rues de leur ville, qui se mobilisent parce que la flottille c'est un type d'action, eh bien que nous allons pousser nos gouvernements à agir. C'est aussi ça la logique de la flottille. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alexis. Je passe la parole à Valérie Alaouf de l'UPJB. L'Union des progressistes juifs de Belgique est une association juive non sioniste attachée aux valeurs fondamentales de la gauche. Respect intégral des droits humains, égalité, refus de toutes les formes de discrimination, d'oppression et d'exploitation. L'UPJB fait partie de European Jews for Palestine, dont plusieurs membres font partie de la flottille, dont Issia qui va les rejoindre et qui fait partie de Jotse Voornanderestem. Israël prétend défendre les Juifs et la civilisation occidentale. Pas en notre nom. Israël met en danger les Juifs dans le monde et sème la barbarie partout au Moyen-Orient. L'UPJB soutient la flottille, car le blocus de Gaza est un crime de guerre. Les massacres continuent. Depuis octobre 2025, 715 Palestiniens ont été tués et 2138 blessés à Gaza. La colonisation continue. 34 nouvelles colonies ont été reconnues récemment. L'annexion du territoire palestinien s'accroît de jour en jour.
Les droits fondamentaux des Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie et en Israël ne sont pas reconnus et encore moins respectés. Hommes, femmes, enfants sont déplacés, affamés, détenus, tués. La nouvelle loi sur la peine de mort, qui devrait être appliquée à toute personne ayant assassiné ou ayant l'intention d'assassiner une autre afin de porter atteinte à l'État d'Israël, alors que les colons israéliens continuent à assassiner des Palestiniens en toute impunité, n'est que la dernière décision en date d'un système suprémaciste et raciste. On vous entend très bien. Israël ne considère pas qu'une vie palestinienne équivaut à une vie israélienne. La flottille affirme et démontre que chaque vie devrait avoir la même valeur, quelle que soit sa nationalité, sa religion, ses croyances. Les flottilles précédentes ont été accusées de terrorisme et d'antisémitisme. Nous affirmons qu'il n'est pas antisémite de lutter contre la discrimination, contre les déplacements de population, contre les assassinats. Même si ce sont des soldats israéliens qui obéissent aux ordres et en sont les auteurs. Même si les auteurs sont des colons protégés par l'armée israélienne. Nous affirmons qu'une résistance pacifique n'est pas un acte de terrorisme, même s'il s'agit de résistance contre les autorités israéliennes. Alors qu'Israël continue à contrôler totalement la vie des populations palestiniennes, alors que la colonisation ne fait que s'étendre, alors qu'Israël provoque une guerre préventive contre le Liban et l'Iran, en contradiction totale avec le droit international, qu'il s'approprie une partie du Liban, il provoque des centaines de morts et plus d'1 million de déplacés au Liban. Il est temps que l'Europe se réveille. Il est temps que l'Europe indique à Israël qu'il n'est pas au-dessus du droit international. L'UPJB soutient la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Nous appelons tous les citoyens à signer la pétition concernant cette suspension. Et nous appelons l'Union européenne à entendre la voix de ses citoyens, qu'elle ait le courage d'indiquer au gouvernement israélien qu'il ne peut pas bafouer impunément le droit international. J'ai eu l'opportunité, il y a une quinzaine d'années, de participer à une mission de médecins en Gaza durant une semaine. À l'époque, je me disais que cela ne pouvait pas être pire. Malheureusement, je me trompais. En tant que juifs progressistes, nous ne pouvons pas accepter la colonisation, l'extermination, le génocide, et encore moins que cela se passe en notre nom pour protéger une prétendue civilisation occidentale. Du Jourdain à la mer, justice, liberté et égalité en droits individuels et collectifs pour tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Valérie. Raphaël, maintenant, s'il vous plaît. Ok. Bonjour à toutes et tous. Raphaël Lamas, je suis responsable international de la Fédération Générale du Travail de Belgique. Et donc, ensemble, d'ailleurs, avec les collègues de la CSC, nous avons toujours été actifs dans le combat pour la cause palestinienne, et en particulier à la création de la coalition, c'était la coalition Gaza, la coalition Palestine. Depuis maintenant plus de 2 ans, nous participons à énormément d'activités. Nous avons co-organisé, de mémoire, 12 manifestations nationales. Pas plus tard que, d'ailleurs, vendredi prochain, il y aura aussi une action, puisque c'est la journée de solidarité internationale avec les prisonniers politiques palestiniens. Donc nous sommes extrêmement actifs et ça nous semblait évident. Nous avons soutenu évidemment la première flottille. Nous allons forcément, dès qu'on nous a téléphoné, nous en informer du lancement de cette deuxième initiative. Nous avons marqué notre soutien. C'est un soutien également syndical international, puisque, comme tu as indiqué, la flottille part de Barcelone, elle va passer par l'Italie, et donc on est en contact avec nos camarades des syndicats, notamment espagnols et italiens, pour apporter notre soutien. Alors c'est quoi le soutien syndical? C'est le soutien évidemment d'organisations importantes, mais c'est aussi le soutien d'organisations reconnues, et donc ce que nous pouvons faire, et ce que nous faisons avec plaisir,
c'est d'apporter notre soutien en termes par rapport à l'opinion publique, mais également par rapport aux autorités. Nous l'avons fait, je rappellerai que l'été dernier, quand il y a eu des discussions au Parlement, eh bien, nos responsables politiques ont participé à toute la journée des auditions, etc. Et ça permet également, je crois, d'apporter notre voix et d'avoir un accès plus facile parfois aux médias, comme je l'ai dit, par rapport aux autorités. Et donc on va continuer à le faire, et donc on apporte non seulement notre soutien, mais notre disponibilité également pour donner un maximum de résonance à la flottille qui va partir, et on verra bien ce qui va se passer. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième, je voudrais ajouter, c'est que vous avez insisté énormément, et à juste titre évidemment, sur le drame humanitaire, le génocide. Moi je voudrais apporter une dimension que souvent on n'évoque pas, mais qui est tout aussi importante, c'est la dimension économique et sociale. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais l'Organisation internationale du travail, elle sort un rapport tous les ans sur la condition du monde du travail dans les territoires occupés. Alors, le prochain rapport sortira juste avant la conférence, d'ici quelques semaines. Mais sans vous, je ne veux pas donner trop de chiffres, mais je voudrais citer 2-3 chiffres par rapport au rapport de l'année dernière et qui donnera également une autre dimension qui complète évidemment ce que vous avez expliqué auparavant. Eh bien, dès le 7 octobre, les Israéliens ont simplement renvoyé les travailleurs palestiniens qui travaillaient en Israël. Certains même n'ont pas eu la possibilité de retourner, mais ils sont toujours bloqués. C'est aussi signifie que du jour au lendemain, vous n'avez plus de salaire. Or, c'est ce salaire-là qui permet à leur famille de vivre. Et donc, ces personnes se retrouvent sans revenus. Après, vous avez évidemment la situation à Gaza et en Cisjordanie. Ben, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, Gaza, c'est un cimetière humain, mais c'est également un territoire où aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'activité économique. Si vous n'avez plus d'activité économique, vous n'avez plus la possibilité d'avoir des revenus. Et donc, il y a effectivement... les gens doivent dépendre de l'aide humanitaire, tout simplement aussi, parce qu'ils n'ont plus de possibilité d'acheter des choses, tout simplement. En Cisjordanie, c'est la violence quotidienne par rapport aux travailleurs et travailleuses palestiniens. C'est des blocus, ils n'ont pas des obstacles, ils ne peuvent pas aller à leur lieu de travail, ils sont maltraités, ils sont parfois tout simplement assassinés en allant sur le lieu de travail. Donc ça, c'est la réalité également. Et donc je voulais apporter simplement cette dimension supplémentaire à ce qu'on évoque. C'est une situation dramatique, c'est un génocide qui se passe. Et donc, en tout cas, d'un point de vue de la GTP, mais ensemble, avec les collègues de la CSC, on va apporter tout notre soutien à cette initiative. Et donc, on restera en contact et on essaiera de voir la façon d'utiliser au mieux tous nos moyens pour faire entendre ce qui se passe en Palestine. Parce que, comme il a été dit, le problème, c'est qu'une horreur a remplacé une autre horreur dans l'opinion publique, dans les médias. Et aujourd'hui, malheureusement, Gaza est sorti des médias, en grande partie. Et donc, bravo aux gens qui seront dans cette flottille. Il faut remettre Gaza dans l'actualité et le faire avec le lien avec tout ce qui se passe. Il ne s'agit pas de dire non, il faut remettre Gaza à la place des rangs. Non, tout ça est un ensemble, la situation est horrible et clairement les autorités israéliennes sont en train de profiter de la situation de la guerre pour poursuivre leur génocide à Gaza et en Cisjordanie parce qu'ils savent très bien que les médias sont occupés ailleurs, les gens regardent ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Merci Nabil pour l'invitation. Je suis honoré de pouvoir parler au nom de la CSC et qui recognize RCB CSC, donc la CSC du nord et du sud du pays. Et comme vient de le dire Raphaël en terminant, vraiment merci et bravo aux gens qui ont pris l'initiative de cette nouvelle flottille. Ça demande beaucoup de courage et c'est vraiment essentiel. Je voulais commencer par dire que je parle ici au nom d'un syndicat, d'une confédération de syndicats. Moi je suis responsable de la CNE, mais dans la CSC, globalement, on prend la position que Raphaël a bien décrite. Parfois des gens nous disent, oui, mais le syndicat c'est là pour défendre les travailleurs, pour augmenter les salaires, pour protéger chaque travailleur, c'est pas pour s'occuper de politique.
Et pour nous, c'est vraiment très important de dire que le syndicat n'a pas peur de la politique. Que certains voudraient nous dire que quand on est dans l'entreprise, on n'est que des travailleurs et pas des citoyens. Parce que dans l'entreprise, tu es là pour travailler, fermer ta gueule, tu n'as pas de droit. Et que par contre, quand tu n'es plus en entreprise, alors tu es un citoyen, mais tu n'es plus un travailleur. Tu es juste un citoyen individu, atomisé comme ça. Et nous, on dit non. Dans l'entreprise, on est avec tous les droits humains dans l'entreprise. Et hors de l'entreprise, on est des travailleurs. On est de la classe travailleuse. Et quand on est ici, ou n'importe où ailleurs, dans son quartier, devant l'école des enfants, on est aussi des membres de la classe des ouvriers, des employés, des salariés. Et donc, oui, la politique, ça fait partie de notre métier. Je voulais aussi dire que parfois des gens me disent « Vous êtes pro-palestinien ?» Oui, j'ai beaucoup de sympathie pour les camarades palestiniens que je connais, mais il n'y a pas besoin d'être pro-palestinien. Si on est simplement pro-droit humain, si on est pro-légalité, si on est anti-génocide, si on est anti-guerre, alors on a toutes les raisons de soutenir les actions pour la Palestine et la flottille en particulier. J'étais la semaine passée à la conférence de Francesca Albanese, elle a employé une expression qui m'a frappé. Elle a dit « Tous ceux qui luttent aux côtés du peuple palestinien aujourd'hui, mais du peuple libanais aussi, ils sont aussi en train de lutter contre l'israélisation du monde. » Je ne sais pas si le mot existe, mais il est très clair. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une manière de faire la politique, l'exercice du pouvoir, du rapport de force, qui est aujourd'hui parfaitement exemplifiée par l'État d'Israël aujourd'hui. Et cette façon de faire, notamment parce que Gaza et les territoires occupés sont une sorte de salon de l'armement à ciel ouvert, hein, pour les industries de l'armement, le Moyen-Orient, c'est le paradis. Paradis comme acheteur, hein, quand Israël dit nous avons utilisé par jour 300 millions de projectiles sur Gaza, il y a quelqu'un quelque part dans le monde qui a reçu les 300 millions d'euros par jour. Donc Gaza, c'est une bénédiction pour les marchands d'armes, mais c'est aussi une bénédiction pour ceux qui doivent expérimenter le système militaire, Palantir et les autres. Et donc, si on est contre la guerre, si on est pour les droits humains, on est du côté du peuple palestinien. Francesca Albanese relevait aussi une autre chose importante. On a beaucoup dit depuis maintenant 2 ans, presque 3 ans, que ce génocide à Gaza, c'est le premier génocide télévisé de l'histoire du monde. C'est aussi un génocide très rentable, comme je viens de le dire. Mais n'oublions pas que c'est sans doute le premier génocide qui soulève une résistance mondiale. Selon l'âge que vous avez connu le génocide en Serbie et en Bosnie, vous avez connu le génocide au Rwanda. Aucun de ces génocides-là n'a suscité une révolte mondiale comme celui qui se passe à Gaza. Donc il faut quand même voir aussi le côté de la résistance. Effectivement, comme l'ont dit Alexis et plusieurs autres avant moi, c'est essentiel de remettre Gaza et les territoires occupés en haut de l'agenda médiatique. Maxime Ouin-Prévost a failli être bombardé à Beyrouth l'autre jour. Est-ce que ça lui aura mis un tout petit peu de plomb dans la cervelle? Je suis content que ce soit pas mort, soyons clairs. Mais je me rappelle qu'à la flottille précédente, quand on l'interpellait, il pleurnichait « Ah oui, c'est vraiment terrible, ces gens se mettent en danger. » Alexis notamment, il ne devrait pas faire ça, j'aimerais tellement qu'il rentre à la maison sagement. Il faisait comme s'il ne comprenait pas la portée politique de la flottille. Comme si c'était juste d'apporter un peu de farine. Il disait franchement, il ne devrait pas, c'est dangereux. J'espère que maintenant, il prendra ses responsabilités. Il y a 8 mois, au mois d'août passé, nous étions ici, à 50 mètres à gauche ou à droite, je ne sais plus, dans ce bâtiment-ci, à occuper par surprise le siège du CDNV. D'autres camarades, en même temps, et par surprise, occupaient Vorreut et d'autres occupaient les engagés, pour leur dire maintenant ça suffit de pleurer à la télé, vous êtes 3 partis sur 5 dans ce gouvernement, faites du génocide à Gaza une crise au gouvernement. Vorreut nous a promis, il a dit oui, vous allez voir, ça va être terrible. Après, ils n'ont rien fait. Les engagés ont fait une lettre de 4 pages pour expliquer que ni oui, ni non, ni le contraire non plus. Et le CDD a appelé la police pour le faire dégager du siège CDD. Je pense qu'on devra bientôt revenir occuper le siège des partis. Encore un mot, là je ne fais que des discours, ce sont des mots. Maintenant, même si c'est difficile, Jean-Claude Raphaël, juste avant qu'on parle ici, même si c'est difficile, il faut se rendre compte que les équipes syndicales dans la CSC, sans doute dans la FGTB aussi, mais pas assez. Mais certains travaillent à organiser le boycott des produits israéliens.
La CSC est membre de Don't Buy to Occupation, aussi de BDS, vous connaissez tous BDS, j'espère. Et donc, par rapport à la marque Teva des médicaments, par rapport à l'action de l'AXA, par rapport à la politique de Carrefour d'acheter des produits des territoires occupés, nous avons des délégations syndicales qui font le travail, et c'est difficile parce que vous vous rendez compte que si vous êtes délégué syndical chez Carrefour, vos collègues, la première chose qu'ils vont vous dire, c'est calme-toi, hein. C'est notre emploi ici, c'est notre employeur, c'est le magasin, on ne va pas foutre la merde pour des trucs qui se passent très bien. Au-delà de ça, comme l'a dit Raphaël, la CSC va soutenir financièrement et symboliquement et médiatiquement la flottille. Je crois vraiment, je vais terminer, hein, je crois vraiment qu'il est temps de refaire une grande manif pour gazer pour la Palestine. Je ne crois pas que le peuple belge est fatigué, ou qu'il en a assez d'entendre parler de Palestine. Je crois qu'il faut rejoindre tous les combats et que, si vous ne le savez pas encore, le 14 juin, dimanche 14 juin, il y a une grande manif anti-guerre, toutes les guerres, celle que les multinationales de l'extractivisme organisent dans l'Est du Congo, avec la complicité des gouvernements européens, celle du Soudan, celle d'Iran, celle de Palestine et du Liban, etc. Et donc le 14 juin, c'est important qu'on soit là. Et puis je termine en disant que la toute prochaine échéance, c'est la prochaine grande manifestation du Front commun syndical rouge, vert, bleu, le mardi 12 mai, et que quand on lutte contre l'Arizona, on lutte contre les gens qui volent les pensions, qui volent les salaires, qui détruisent la sécu, qui détruisent les services publics. Et ce sont ces mêmes gens, ces prévôts, ces bouchers, ces Weber, Jambon et les autres, qui organisent le soutien de fait au gouvernement israélien. Parce que je trouve qu'on ne peut plus parler de passivité. La passivité, c'était bon peut-être juste après le 7 octobre, de par comprendre ce qui se passait. 2 ans et demi après, quand on n'a toujours pas reconnu la Palestine, quand on n'a pas mis en œuvre les accords du 2 septembre dont Alexis a parlé, quand on ne protège pas la flottille, alors on n'est pas un gouvernement passif, on est un gouvernement qui est activement engagé pour soutenir le génocide israélien. Et le 12 mai, dans la rue, j'espère qu'on sera plus que 100 000 et qu'ils sentiront que la colère de la classe travailleuse en Belgique, elle porte à la fois sur les pensions, les salaires, les droits des gens, les droits des femmes, l'environnement, mais aussi la paix dans le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup aussi d'avoir remis un petit peu cette lutte pour la Palestine dans un cadre plus général. On ne part pas pour Gaza parce que c'est une exception, on ne part pas pour Gaza parce qu'on crée une forme d'héroïsation de ce qui se passe en Palestine. On part pour Gaza parce que c'est le point central d'une crise globale du capitalisme, une crise globale de l'impérialisme. Si la situation nous a bien montré quelque chose, c'est que le capitalisme n'a pas d'éthique, il n'a que des intérêts. On est face à une bourgeoisie et face à des institutions bourgeoises qui nous ont montré qu'il n'y a plus aucune ligne rouge qu'ils n'osent pas traverser pour défendre leurs intérêts, il n'y a plus aucun droit international qui ne tienne, il n'y a plus aucun génocide, plus aucun camp de concentration qui ne les rebute quand il s'agit de défendre leurs intérêts. Et si le capitalisme n'a pas d'éthique mais que des intérêts, il n'a pas non plus de religion. La PRM nous a montré que ce fameux Board of Peace de Trump, il est rempli de juifs, de catholiques et de musulmans, que ce ne sont pas les religions des pays avoisinants la Palestine qui dictent leur soutien, mais bien leurs intérêts. Et si le gouvernement Arizona, que j'espère vous allez combattre le 12 et tous les autres jours, si le gouvernement Arizona nous a bien prouvé encore une chose, c'est que l'ambassade d'Israël en Belgique ne se trouve pas avenue de l'Observatoire, mais bien au 12 rue de la Loi, et que ces plus serviles ambassadeurs se trouvent sur les bancs du gouvernement. Cette lutte aujourd'hui, elle est d'une importance capitale, pas juste de nouveau pour héroïser les Palestiniens et les Palestiniennes, mais parce qu'elle est en train de montrer toutes les brèches d'un système où pas seulement le droit international, mais le droit tout court, les droits humains, mais le droit en interne sont en train de s'effondrer. Un système où, au Royaume-Uni, on a décrété que certaines organisations étaient terroristes. Cette condamnation a été révoquée et ils sont encore en train, aujourd'hui même, d'arrêter des gens pour soutenir Palestine Action. En Allemagne, qui, pour se dédouaner d'un ancien génocide, est en train d'en soutenir un nouveau et arrête les gens pour porter des keffiers. En Belgique, on n'en est pas très loin non plus avec les projets de loi Quintin et les projets de loi de visite domiciliaire. Cette lutte aujourd'hui, elle est à remettre sur le devant de la scène parce qu'elle cristallise toutes les autres luttes autour d'elle. Alors nous, aujourd'hui, on repart. On repart parce que la dernière mission, si elle nous a montré quelque chose, c'est que la flottille, ce n'était pas 600 personnes en mer.
C'était 600 personnes en mer et des millions de personnes partout dans les rues. La dernière flottille, elle a montré une chose, c'est que ce ne sont pas les gouvernements, ce ne sont pas les armées, ce ne sont pas les millionnaires, mais bien les millions de travailleuses, les millions de syndicalistes, les étudiants, les chômeurs, les pensionnés sont ces personnes-là qui ont fait trembler le monde. En 40 jours, nous avons réussi à mettre des pays entiers en grève. L'Italie n'avait pas été en grève générale depuis des décennies et elle s'est mise en grève. L'Espagne, la France, même la Belgique, on n'a pas à rougir de nos efforts, on a fait secouer un capitalisme qui pensait être inébranlable. On a forcé des gouvernements réticents à dire, même du bout de lèvres, qu'il était peut-être temps de commencer à soutenir la reconnaissance de la Palestine. Cet effort-là, c'est l'effort qu'on aimerait reproduire aujourd'hui. On sait aussi que l'on part dans un contexte qui est très très différent. On part en pleine guerre, on part dans un contexte où non seulement l'attention n'est plus sur la Palestine, mais aussi il y a un réel danger aujourd'hui en mer, et on veut être quand même très clair avec tous les gens ici, nous n'envoyons pas des gens droits dans un mur de bombes. La mission de la flottille n'est pas une mission martyre. On n'est pas là pour envoyer des gens juste se faire tuer au nom d'une cause. On envoie des gens dans une manifestation maritime, qui est là pour soutenir toutes les autres manifestations sur Terre. Cette manifestation-là, je l'excuse. Cette manifestation-là, nous, on espère représenter dignement la partie médiatisée, mais on compte sur chacune d'entre vous pour porter cette manifestation-là sur vos lieux de travail, sur vos écoles, sur vos universités, dans les rues. Cette manifestation-là, elle n'a du sens que si elle est portée par tout le reste du mouvement pour la Palestine. On est bien conscient que la flottille elle-même ne suffit pas. On est bien conscient que la flottille elle-même a ses limitations techniques, logistiques et même financières. Nous partons avec des moyens civils finalement. Cette flottille n'a du sens que si elle est portée et qu'elle est accompagnée et qu'elle est là comme un élément d'une lutte beaucoup plus large. Et on compte sur vous pour continuer à porter cette lutte. Merci beaucoup.